Je souhaite passer la parole à Jean-Yves Lecomte, qui va nous parler un petit peu de la situation sanitaire et des voyages, de la façon dont les voyages sont possibles. Je tiens juste à signaler qu'il y a une fonction de questions et réponses. On en a déjà reçu quelques-unes. Je reviendrai à certaines de ces questions qui sont rentrées dans le système tout à l'heure, quand on aura quand les candidats pourront y apporter quelques réponses. Mais pour le moment, Jean-Yves, donne-nous des nouvelles de ce qui se passe. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que je pense qu'il y a surtout des questions, parce que le périmètre du sujet depuis un an est large, compliqué, et avec les certificats ayant vocation à faciliter la mobilité, il y a encore beaucoup d'interrogations. Donc, je pense qu'il faudra laisser une large place aux questions. Donc, d'abord, je salue tout le monde, content de vous voir, même si je préférais il y a 2 ans quand on s'était retrouvé à Tokyo. C'était quand même plus sympa. Mais voilà, donc sur ce sujet, oui. Alors, d'abord, tout le monde a été, tu l'as évoqué, François, effectivement, un certain nombre de, les pays au mois de mars de l'année dernière, c'était tombé. Et puis après, il y a eu un certain nombre de difficultés. Tu as signalé ce que nous avions pu faire au Japon. On a dû faire la même chose avec l'Assemblée nationale populaire de Chine et un certain nombre d'autres pays pour effectivement signaler qu'il y avait des personnes qui s'étaient retrouvées séparées. Et qui parfois étaient en voyage et se retrouvaient séparés, ne pouvaient pas rentrer dans leur famille à cause des situations qui étaient nées de la pandémie. Une année après, on a encore des situations de cette nature, et il y a différents niveaux. D'abord parce que officiellement, depuis mars de l'année dernière, les frontières de l'Union européenne sont fermées. Même si après, chaque pays de l'Union européenne décide des exceptions qu'il fait à ce principe général. D'où les laissez-passer, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un visa Schengen depuis mars de l'année dernière pour rentrer en France ou en Europe quand on est ressortissant d'un autre pays. Et chaque pays décide des conditions supplémentaires qu'il va mettre pour rentrer passer sa frontière, et c'est-à-dire ensuite après rentrer dans l'Union européenne. Ce qui peut amener à certaines aberrations, c'est-à-dire que depuis quelques semaines, vous avez pu constater que la France a mis une quarantaine pour les personnes qui arrivent d'Inde, du Brésil, et puis après on a rajouté la Turquie, les Émirats arabes unis, le Qatar et un certain nombre d'autres pays. Je dirais, il suffit d'arriver par un autre pays de l'Union européenne, et on a le droit, puisqu'on est ressortissant européen, donc d'arriver dans un autre pays, et tout ça n'est pas coordonné. Donc on a vraiment c'est vraiment depuis un an, on constate à quel point cet espace, l'Union européenne et l'espace Schengen sont très très mal coordonnés en matière de surveillance et de régulation des frontières. On l'avait vu sur d'autres points auparavant, mais c'est vrai que mieux coordonner impose de partager de la souveraineté et que les États membres ne sont pas prêts à ça. Alors, pour les Français, pour les familles de Français, parce que les Français, en fait, on a eu on a eu plusieurs difficultés. On a eu les familles binationales, on a eu l'exigence de tests PCR, on a eu les motifs impérieux pour rentrer, pour sortir, heureusement cassés par le Conseil d'État. Et aujourd'hui, les interrogations, elles se portent sur ce pass sanitaire. Et en fait, quand on dit pass sanitaire, il y en a plusieurs. Il y a le pass sanitaire qui s'appelle certificat vert numérique et qui est actuellement en cours de négociation au niveau de l'Union entre les États membres et le Parlement européen sur une proposition de la Commission, et qui prévoit que si vous avez un test PCR valide depuis moins de 3 jours, que vous avez été, que vous avez été vacciné, ou que vous avez été contaminé par la Covid-19, puis ensuite rétabli, que dans ces cas-là, vous êtes en mesure d'avoir le droit de circuler dans l'espace Schengen. Attention, dans l'espace Schengen, entre les pays. Ça n'est en aucun cas une condition pour rentrer. C'est une condition. Ce qui est en cours de négociation, c'est l'établissement de règles qui permettent de rétablir d'une certaine manière la liberté de circulation dans l'Union. Ça ne change pas les conditions qui peuvent être mises pour rentrer. Mais bien entendu, les pays se rendent compte que si
on remet des conditions pour pouvoir circuler dans l'Union, il faut aussi essayer d'harmoniser un peu plus les conditions d'entrée. Et c'est parce que ce n'est pas évident que ça fait donc la proposition de la Commission, elle est déjà quelques semaines, et que ce n'est toujours pas fait. Donc ça, c'est ce qui se négocie au niveau européen. Et puis, il y a ce que les pays européens, certains pays européens mettent en place. Ceux qui veulent favoriser le tourisme et veulent pouvoir assurer finalement que, quelle que soit l'évolution de la situation sanitaire, ils ont des moyens de permettre à ce que l'économie, le tourisme fonctionne. Hein. Donc, la plupart des pays du Sud sont assez favorables à un pass sanitaire relativement large qui permet finalement de réouvrir l'activité du tourisme de manière assez importante. Et donc, ça pourrait être le même certificat qu'au niveau européen, mais ce n'est pas sûr. Et donc, nous avons été saisis en France, puisque les dispositions que nous prenons en termes de restriction des libertés en France sont prises sur la base de l'état d'urgence sanitaire et de lois qui sont votées à répétition au Parlement depuis le mois de mars 2020. L'état d'urgence sanitaire qui est actuellement en cours se termine le 1er juin. Et donc, en fait, nous sommes en cours de discussion d'une loi qui met en place un certain nombre de dispositions pour après le 1er juin. Et dans cette loi, le gouvernement a envisagé un pass sanitaire, mais un pass sanitaire là qui, pour le coup, est un pass sanitaire interne, pour permettre l'accès à un certain nombre de lieux de culture, d'établissements recevant du public ou de grandes manifestations. Et ce pass sanitaire, souvent, il est confondu avec le pass sanitaire européen, mais il pourrait ne pas être sur les mêmes paramètres. Et d'ailleurs, la discussion que nous avons eue hier montre que, et en séance il y a quelques jours, a montré que le gouvernement envisageait éventuellement que ce soit un pass sanitaire qui soit plus dur que le pass européen. C'est-à-dire que, en fait, ce pass sanitaire, dans tous les cas, un certificat de vaccination ou qu'un certificat de contamination et rétablissement ne serait pas suffisant et que globalement, on resterait au test PCR. Bon. Pour certaines manifestations ou pour des mouvements internes entre l'Hexagone et un certain nombre de territoires d'outre-mer. En tout état de cause, quand on est français de l'étranger, les préoccupations, elles sont les suivantes. Est-ce que quand on a été malade à l'étranger et rétabli, est-ce que quand on a été vacciné à l'étranger, on aura la possibilité d'avoir son certificat reconnu? Alors, cette préoccupation, elle a été, je l'ai portée, et Damien Régnard aussi, sénateur Les Républicains, l'a portée lors de la discussion au Sénat lundi dernier. Nous avons fait adopter un amendement qui établissait la reconnaissance des certificats de vaccination ou de contamination et rétablissement ou de test PCR à l'étranger. Le gouvernement, dans sa réponse, a été assez étonnant parce qu'en fait, il s'est opposé à cet amendement. Et il s'est opposé à cet amendement en indiquant qu'il ne souhaitait pas le faire de cette manière parce qu'il souhaitait le faire sur des bases bilatérales. C'est-à-dire qu'il souhaitait pouvoir reconnaître les certificats d'un autre pays dans le cas où l'autre pays reconnaissait les nôtres. Ce qui, en fait, conduira automatiquement à ce que certains certificats de certains pays soient reconnus, d'autres non, sur des bases qui seront assez inégalitaires et donc discriminatoires. Si on est le sujet, c'est vraiment de s'assurer que les certificats sont valables et pas autre chose, et pas des rapports de force entre États. Donc, le gouvernement s'y est opposé, et comme le gouvernement s'y est opposé, hier matin, nous avons eu la commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte, et l'Assemblée nationale a exigé que cette disposition soit supprimée. C'est-à-dire que la reconnaissance des certificats soit supprimée du texte, et la majorité sénatoriale s'est inclinée. Donc, on en revient à la non-reconnaissance. Je ne suis pas très inquiet sur la situation pour ceux qui auront eu des certificats de l'Union européenne, puisque comme à côté, il y a les discussions sur le certificat vert numérique, ce serait quand même assez paradoxal qu'on accepte dans un cas et pas dans l'autre. Par contre, pour tout ce qui est hors de l'Union, pour l'instant, le combat reste à mener, parce qu'aujourd'hui, rien n'est fait. Hein. Le gouvernement, très clairement, n'envisage pas de reconnaître, par exemple, avec les États-Unis, si les États-Unis ne reconnaissent pas nos certificats, ce qui pose quand même une difficulté. Voilà, donc ensuite, il y a tous les mouvements qui sont liés
aux personnes qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariées et qui, alors j'ai par exemple ce matin quelqu'un qui me dit, qui me signale ce type de situation pour un accouchement prévu en France parce que dans le pays dans lequel ils vivent, il n'y a pas ils préfèrent ne pas prévoir l'accouchement dans ce pays. Enfin, il y a un certain nombre de situations où aujourd'hui, il y a effectivement des motifs impérieux pour des ressortissants, pour des non-français qui vivent dans des familles françaises et qui bloquent la mobilité avec la France. Et ça, c'est quand même tout à fait problématique, sans évoquer la question des mariages, où le gouvernement avait bloqué depuis 1 an la délivrance de visas pour mariage. Le Conseil d'État a dit que ça n'était pas proportionné aux besoins de la lutte contre la situation sanitaire, sauf que depuis, le gouvernement n'a pas remis en place les choses, c'est-à-dire ne s'est même pas soumis aux injonctions du Conseil d'État. Voilà sur ce sujet. S'il y a besoin, je pourrais revenir après sur des questions. Alors après, il y a la question les sujets sur l'assurance maladie. Alors, nous nous sommes beaucoup battus, et là vraiment, c'est Français du monde, sur la question du délai de carence. Vous savez que toute personne qui vit en France depuis plus de 3 mois et qui est légalement sur le territoire a droit à l'assurance maladie, à l'inscription à la PUMA. Ça, c'est une conquête de la gauche 2016. C'est finalement quelque chose qui a pris la suite de la couverture maladie universelle et qui établit que toute personne qui vit en France a droit à l'assurance maladie. Il n'y a plus entre, par exemple, quelqu'un qui travaille et son conjoint qui ne travaille pas, le fait que celui qui ne travaille pas dépend de celui qui travaille pour être ayant droit et avoir droit à l'assurance maladie. Non, chaque personne adulte a, par sa propre existence, droit à l'assurance maladie. Et donc, toute personne qui rentre en France, là. Mais il y a quand même un délai de carence de 3 mois qui est lié finalement au règlement européen. Et donc, on a plaidé l'année dernière pour que, compte tenu de la situation sanitaire et du retour d'un certain nombre de Français, il y a quand même plus de 90 000 Français qui sont rentrés au cours de cette année compte tenu de la crise sanitaire, que ce serait quand même paradoxal que dans une situation où tout est arrêté pour des raisons sanitaires, on ne soit même pas capable d'assurer une couverture maladie immédiatement aux Français qui rentrent. Et donc, comme on a plaidé en plus qu'il n'y avait pas de trop de mouvements intra-européens durant la période, que ça n'était pas un grand risque de supprimer le délai de carence, donc il a été supprimé jusqu'à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. Mais ça, c'est vraiment, même si c'est le gouvernement qui l'a mis en place, à chaque fois, et nous, on ne peut pas déposer d'amendement parce que c'est une dépense en plus pour l'État, mais à chaque fois, il faut bien être clair que même quand on est dans l'opposition, quand on pousse, on arrive à gagner des choses. De la même manière que s'il n'y avait pas eu la mobilisation de l'opposition de gauche, mais aussi de droite, sur la question de la réforme fiscale pour les Français de l'étranger et de la suppression de la retenue à la source, nous aurions la retenue à la source pour les Français de l'étranger, ce qui veut dire que les personnes qui vivent à l'étranger avec des petites pensions, aujourd'hui, seraient taxées 3, 4, 5, 6 fois plus, de manière 5-6 fois plus importante. Et ça, c'est pas parce que vous élisez des conseillers des Français de l'étranger qui ne sont pas dans la majorité qui n'arrivent pas à faire bouger les choses, parce que par des mobilisations, on arrive à faire bouger les choses. Mais les mobilisations, ça veut dire d'abord, il faut avoir des bons arguments, et deuxièmement, il faut être légitime, c'est-à-dire il faut avoir le plus de voix possible au moment des élections. Et il y a une mobilisation actuellement compte tenu d'une réforme que votre député a portée. Anne Genetet a porté une réforme à la suite de son rapport sur la protection sociale et l'impôt des Français de l'étranger, qui a suggéré que les Français qui n'avaient pas cotisé 15 ans en France ne puissent plus bénéficier et qui étaient pensionnés, donc que les pensionnés français qui vivent à l'étranger n'aient pas droit à l'assurance maladie pour des séjours temporaires en France dès lors qu'ils n'avaient pas cotisé 15 ans en France. Ça, c'est une proposition qu'elle a faite, en disant que ce serait pas mal parce que finalement, ça permettrait à des gens qui n'avaient pas de grosses retraites de ne plus avoir à payer la cotisation assurance maladie spécifique pour les personnes qui vivent à l'étranger. Enfin bon, d'accord, c'est quelques sous en plus, mais à la place, on vous supprime toute prise en charge. Et donc, quand le gouvernement a fait voter ça fin 2018, ça a été mis en évidence à l'Assemblée des Français de l'étranger de mars 2019. Le gouvernement a fait un peu marche arrière en prenant des dispositions réglementaires pour finalement, parce que ça remettait quand même en cause toutes les personnes qui étaient déjà en retraite et qui vivaient avec ça finalement. Hein. Et quand vous avez cette prise en charge en France, l'adhésion à la CFE est moins chère parce qu'il vous suffit de prendre retraite expat de santé. Alors que sinon, il vous faut prendre un autre produit de la CFE qui est beaucoup plus cher.
Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu leur situation remise en cause, qui se sont inquiétés. Et là encore, grâce à la mobilisation, mais là pour le coup que de la gauche, hein, et je salue en particulier Annie Michel et nos conseillers des Français de l'étranger en Afrique du Nord, grâce à cette mobilisation, on a réussi à obtenir du gouvernement une circulaire qui réduisait finalement les effets, même si ce n'était pas parfait, sauf que cette circulaire, elle a été cassée par le Conseil d'État. Et que maintenant, donc, il y a besoin d'une nouvelle mobilisation. Mais il faut savoir que toute la difficulté que les pensionnés perçoivent aujourd'hui, c'est lié à une proposition qui a été mise en œuvre et qui était inscrite dans le rapport Gentay. Donc, voilà. Mais donc maintenant, ben, on se mobilise sur le sujet, surtout qu'en plus, la mise en place de cette réforme, c'est-à-dire de cette suppression de droits, elle est actuellement en cours et elle est mise en cours par l'assurance maladie sans même regarder les conventions de sécurité sociale entre les pays qui parfois permettent d'éviter les choses. Donc, il y a pas mal de boulot actuellement sur ce sujet. Je n'ai pas noté pour l'instant qu'il y avait quelque chose qui était lié au Japon entre ça et la Convention de sécurité sociale franco-japonaise que je ne connais pas particulièrement. En tout état de cause, ça fait partie des gros sujets aujourd'hui. Et le message, c'est que si vous voulez peser sur la réalité des évolutions réglementaires ou législatives, il n'y a pas besoin de voter pour la majorité. Il faut voter pour ceux qui se battent.